Bonsoir à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver pour cette première séance de l'Institut d'études lévinassiennes de l'année 2021, après une longue interruption d'un an due à la crise sanitaire. Ce soir, nous écoutons Gilles Lanu pour son intervention « Autre visage du rien ». Son intervention fait suite à celle qui avait eu lieu le 26 mars 2020. Je ne m'exprimerai pas sur le silence qui a caractérisé l'Institut cette année. Gilles en dira un mot. Vous vous rappelez sans doute que Gilles Lanu s'était proposé de projeter une série de diapositives, une succession d'images, qui faisaient apparaître les différents visages que prend ou qu'a pris le nihilisme tout au long de l'histoire, dont il est, en quelque sorte, l'envers obscur. Succession d'images qui laissent apparaître ces différents visages, comme un hydre mille têtes. Comme l'intitulé l'indiquait, Visage du rien, le rien y apparaissait à la fois sous ses différents aspects, mais en tant que ces différents aspects laissent apparaître une énigme, qui était le second sens retenu par Gilles Lanu pour rendre raison du nihilisme. Visage du rien, c'est aussi le visage au sens lévinassien, c'est-à-dire comme énigme, étrange phénomène qui, dans son apparaître même, cède la place à autre chose qu'à sa propre forme. Il s'agissait donc d'exposer la plasticité étonnante du nihilisme, étonnante au sens où elle donne à penser, voire nous y oblige. S'il était question des visages différents que prend le néant à travers une série de diapositives, l'intitulé de l'intervention de ce soir, « Autre visage du rien », suggère l'idée que le nihilisme n'a jamais fini de nous surprendre, car il n'a jamais fini de se loger là où on ne l'attend pas. Si René Lévy s'était employé à restituer une cristallographie du nihilisme, le mérite de Gilles a été d'en faire les portraits en une tératologie stupéfiante. Après le cristallographe vient le portraitiste. Ces portraits étaient au nombre de 5. Le premier procédait d'un geste qui consiste à inscrire le nihilisme dans l'horizon du questionnement métaphysique, en se confrontant à l'interrogation qui avait été celle de la Nietzsche, pourquoi y a-t-il de l'être plutôt que rien? En montrant que cette question reposait sur une alternative ou bien l'être, c'est-à-dire quelque chose, ou bien rien, le nihilisme apparaissait comme l'autre de l'ontologisme, le néant comme l'autre de l'être, le néant primant en termes de possibilités sur l'étant ou l'éant dont le néant est la négation. Pourquoi donc n'y a-t-il pas plutôt du néant que de l'être? Le second portrait mettait en évidence le rien comme inconsistance impossible, à partir de Platon relu par Luc Brisson, c'est-à-dire comme inconsistance proprement impensable. Si cette inconsistance prenait les traits des sophistes, ces caricatures sont encore des visages de ceux qu'elles prétendent supplanter. Or, le propre du nihilisme, comme le disait Gilles Lanu, est d'avancer à découvert tant qu'on se cache derrière un masque. On n'est pas rien, mais déjà quelque chose. Le nihilisme ne cache en rien, mais révèle en tout. Le troisième portrait était tiré de Bergson. Gilles Lanu montrait, notamment à partir d'une analyse minutieuse du chapitre 4 de l'évolution créatrice, que le rien n'est jamais rien qu'un masque, la réfutation étant toujours dépendante de ce qu'elle réfute. Le quatrième portrait faisait apparaître le rien comme grimace. S'appuyant sur la conférence prononcée par Léo Strauss, Nihilisme et politique au début des années 40, Gilles Lanu montrait que le nihilisme était sans doute moins une volonté de néant qu'un acte d'extermination, la grimace n'étant jamais que l'action sous le seul principe du non, l'action destructrice, incapable d'articuler quelque affirmation positive que ce soit. Le dernier portrait, et non des moindres, portait sur le nihilisme fraternel dans l'épisode d'Abel et Caïn. Chacun connaît l'épisode d'Abel et Caïn qui se trouve dans la Genèse. Adam et Ève donnant naissance tout d'abord à Caïn, cultivateur, avant de donner naissance à Abel, qui est berger. Caïn ayant cherché à offrir les fruits de la terre au nom NOM, essuya un refus d'agrément du nom NOM.
alors qu'Abel, berger, l'obtint. Le fruit de Caïn n'était pas véritablement un fruit, mais quelque chose du fruit. Mais pas les fruits eux-mêmes, mais des déchets. Si Caïn apparaissait comme une figure de la négation, de l'affirmation, pardon, Abel apparaissait en revanche comme une figure de la négation, hein, puisque l'offrande qu'avait faite Abel au nom NOM avait été l'objet d'un agrément. Si bien que le refus qu'essuya Caïn dans l'offrande provoqua son courroux et son visage tomba. De cela, il ressortait l'idée que Abel n'existe que par rapport à son aîné. Il est une figure du négatif. Si pour Caïn, tout commence par la fin, si la création n'est jamais qu'au passé, l'être étant ce qu'il a été, il s'agit de témoigner de cet avoir lieu, de cet avoir eu lieu. C'était le sens de l'offrande de Caïn. Caïn célèbre la création comme achevée. Pour Abel, lui qui n'est pas, mais s'oriente vers ce qui est à venir, les possibilités et la création comme acte et non comme résultat étaient célébrés. Si le sacrifice de Caïn était un sacrifice de provision, puisqu'il offrit du fruit, mais du fruit pourri, en revanche, le sacrifice d'Abel était un sacrifice par provision en vue de ce qui adviendra. Si Abel est tout, Caïn, une fois la mort survenue de son frère, ne saurait être que rien. Si Abel est tout, c'est parce que son offrande a été agréée, alors que Caïn reste prisonnier de l'alternative tout ou rien, Caïn refusant de sortir de cette alternative. Pour Caïn, une fois perpétré le meurtre de son frère, il ne s'agissait pas tant de détruire quelque chose, mais ce quelque chose en tant qu'il était prémisse d'autre chose. Le nihilisme ainsi apparaissait comme destruction, pas seulement de l'actuel, mais du possible, de l'ensemble des potentialités. Le quelque chose, a conclu Gilles, est le point aveugle du nihilisme comme du dogmatique. L'opposition du oui et du non n'est pas ultime si elle est réelle. Pour conclure, Gilles avait recouru à la lecture d'un passage de L'Étoile de la Rédemption de Franz Rosenzweig. Dans ce passage, il apparaissait que le oui était au commencement et le non était le geste qui venait raturer ce commencement. Mais si le oui était au commencement, il n'était pas pour autant le point de départ. Le point de départ étant le néant. Ainsi, au terme de cette succession d'images, ce qui apparaissait, c'était que si le rien revêt différents visages avec lesquels finalement il n'en vient jamais véritablement à se confondre, mais qu'il revêt indéniablement, cette succession laisse apparaître son authentique visage, qui est le néant. Ainsi, j'adresse ma question à Gilles pour la séance de ce soir. Est-ce que le non, non pas N-O-N, mais le non N-O-M, peut être assimilé au néant si le néant est le point de départ et non le commencement? Je vous souhaite une excellente soirée et j'aurai très plaisir à vous retrouver très bientôt. Merci. Voilà. Alors, c'était Romain, donc.
pour sa présentation en vidéo. Alors, je le remercie, je ne sais pas s'il est arrivé entre-temps, pour ce résumé, disons, de ce que j'avais dit l'an passé. Alors, avant de commencer la conférence elle-même, je voudrais effectivement dire un mot sur ce qui s'est passé depuis un an, depuis ma dernière conférence, qui était la dernière de l'Institut d'études lévinassiennes. Donc, depuis un an, rien. Ni il, pourrait-on dire en latin. Dans ce laps de temps pourtant saturé de paroles étourdissantes, dans cette espèce de fantastique geyser porté par plusieurs voix qui n'ont pas souvent fait chœur, la voix de l'Institut n'a émis aucun son. Évidemment, il n'était pas souhaitable qu'elle prît part au vacarme que d'autres affectionnent, qu'elle entrât dans le concert, assez cacophonique, il faut le reconnaître, des tristes palabres qui s'énoncent continuellement à la surface de la terre, ne se souciant l'une de l'autre que pour s'en démarquer et la dépasser en volume. Car jusqu'il y a un an, cette voix, la voix de l'Institut, ne se faisait entendre qu'en présence de ceux qui souhaitent écouter et font l'effort ou ont la possibilité de venir. De ces quelques-uns qui nous accompagnent, au point que cette présence nous semblait la condition de notre parole. Or, cette présence est impossible depuis un an. D'où le silence. Silence qu'il ne faut pas interpréter comme un renoncement, mais plutôt comme une fidélité à cette condition de notre recherche commune. Dès lors qu'il dure, cependant, ce silence par fidélité confine à l'absence et la parole manque. Le silence peut certes constituer un écrin, la réserve d'une parole qui se prépare, se concentre en vue d'un déploiement ultérieur, mais il peut aussi signifier, plus banalement, la disparition de tout dire, son tombeau. Le silence comme virtualité de parole ou comme néant de parole. C'est notre sujet. Ce qui dès lors a cruellement fait défaut, ce qui en tout cas m'a cruellement manqué, c'est cet à côté qu'offre depuis plusieurs années l'Institut d'études lévinassiennes, que nous avons reçu d'autres mains et que nous avons rebâti des nôtres. C'est à côté, en effet, que nous travaillons, que nous nous efforçons de produire quelques paroles, et cet à côté, si je puis dire, est devenu central, malgré le paradoxe, pour plusieurs d'entre nous. C'est pourquoi je pense qu'il est grand temps de renouer avec notre parole, de faire entendre à nouveau, fût-ce de façon inhabituelle, hors présence donc, la voix de l'Institut. Autour de nous, cette dernière année, mais ça va un peu plus loin que cette dernière année, le nihilisme s'est déchaîné. Un tour de plus a été pris, c'est flagrant, dans l'évaporation de toute dignité de la parole, de toute forme de consistance. Notre nihilisme, je veux dire la forme que prend le nihilisme à notre époque, est le suivant, une parole incessante qui ne dit rien, un flot sonore qui n'accorde plus la moindre importance à quelque épreuve du réel, à quelque vérité que ce soit, aurait pu dire Socrate, et quelques autres dans sa trace, auraient certainement dit mon maître, Béni Lévy, dans la trace de bien d'autres. Mais tout nihilisme n'est pas d'inconsistance. Il y en eut de plus dignes sur lesquels je souhaite revenir pour recommencer et pour relancer donc la voie discrète et essentielle, je crois, de notre institut. Alors, j'en viens à ma conférence, donc Romain a parfaitement, ou en tout cas très bien résumé. Dans cette conférence, l'année dernière, qui s'intitulait « Visage au pluriel du rien », j'avais donc présenté, vous l'avez compris, 5 diapositives, donnant à voir chacune un visage du rapport au rien qu'on nomme nihilisme. Mes portraits ont évidemment été rapides, sommaires, et je ne m'étais arrêté longuement sur aucun d'eux. Alors, étant donné que nous prolongeons cette année notre réflexion sur ce thème interrompu l'an dernier, l'occasion m'est offerte de préciser quelque peu les choses et de revenir sur ce que j'avais suggéré de façon trop concentrée l'année dernière. En fait, je souhaite reprendre et prolonger 2 points. D'une part, ceux qui n'ont pas assisté l'année dernière, ce n'est pas grave, les 2 points sont indépendants et peuvent se tenir par eux-mêmes. D'une part, la citation finale de Rosenzweig, volontairement mystérieuse, quoique suggestive, que je vais m'efforcer d'exposer de façon plus développée et peut-être, j'espère, de façon plus claire. Et cela va m'obliger à renouer avec mon point de départ.
Mon point de départ, c'était la caractérisation du nihilisme comme question métaphysique. J'étais effectivement parti de la formule de Leibniz. Pourquoi y a-t-il plutôt quelque chose et pas rien? Et j'aimerais revenir d'autre part sur ce que j'avais appelé l'an dernier, en boitant momentanément le pas à Léo Strauss, le nihilisme allemand. Je vous rappelle la thèse rapidement de ce dernier, de Léo Strauss. Le nihilisme proprement allemand, dont on sait les conséquences, la puissance de manifestation, d'extériorisation et de destruction, serait la reprise d'un mobile profondément ancré dans l'esprit allemand, non immédiatement nihiliste, mais devenu tel dans certaines circonstances. Puisque j'ai exposé l'an dernier les principaux éléments du texte de Strauss, je ne vais pas y revenir, mais je vais essayer de donner à son propos une perspective plus large en me penchant sur l'histoire allemande et philosophique du nihilisme. Et pour ce faire, je vais partir de l'introduction de ce mot, en tout cas, je pense être l'introduction de ce mot dans la langue philosophique allemande par Friedrich Heinrich Jacobi, qui a vécu donc de 1743 à 1819 et que René Lévy avait mentionné dans son intervention l'an dernier. Je vais commencer par ce point, puisque l'explicitation du passage de Rosenzweig en dépend, à vrai dire. Donc je ne reviendrai qu'à la fin de mon intervention sur Rosenzweig. Alors c'est dans une lettre fameuse adressée à Fichte en 1799, donc à la veille du 19e siècle, que Jacobi, philosophe dilettante, enfin auteur malgré tout d'un certain nombre de textes philosophiques et de romans, donc philosophe dilettante parce que non universitaire, célèbre déjà dans la galaxie intellectuelle allemande. Bon, il a correspondu avec les plus grands de l'époque, Goethe le lisait, Lessing, Schlegel, etc. Dans cette lettre, donc, Fichte qualifie l'idéalisme, ou en tout cas ce qu'il en a compris, de nihilisme, ou, une autre formule qu'il utilise immédiatement après, de savoir du néant. Et à ce nihilisme philosophique, il oppose ce qu'il appelle lui-même son non-savoir, ou encore son entêtement non philosophique. Entêtement non philosophique qui implique en vérité un dialogue intense, extrêmement intense, avec les philosophes de son époque. Dialogue que Jacobi, très entreprenant, pratiqua ardemment, parfois un peu trop, aux yeux de ses interlocuteurs. D'abord avec Mendelssohn, au sujet du spinozisme de Lessing. C'est ce qu'on a appelé ensuite la querelle du panthéisme. Puis avec Kant, auquel il s'opposait dans son livre consacré à David Hume. Enfin avec Fichte. C'est ce qu'on a appelé la querelle de l'athéisme, René en avait parlé, qui a provoqué le départ du philosophe de sa chaire à Iéna et qui, semble-t-il, l'a poussé à la rédaction de son essai La destination de l'homme. Jacobi est donc, si vous voulez, un homme du Streit, un homme de la querelle. La querelle du panthéisme, querelle de l'athéisme, en allemand c'est Streit, à chaque fois querelle. Donc c'est un homme du Streit, c'est un homme de la querelle, c'est un homme de la dispute et du conflit. Et c'est là son élément davantage que celui de l'exposition doctrinale. Il en convient lui-même, je vous cite un petit passage de l'avant-propos à la 3e édition de ses lettres sur la doctrine de Spinoza. Il écrit la chose suivante. Mon but n'a jamais été de construire un système pour l'école. Mes écrits sont issus de ce que ma vie a de plus intime et ils ont pris la forme d'une succession historique. En quelque sorte, je ne les ai pas produits moi-même de mon plein gré, mais ils ont été l'œuvre d'une puissance supérieure à laquelle je n'ai pu résister. Dans sa somme sur Schelling, Xavier Tilliet le décrit ainsi, décrit Jacobi de la façon suivante. Entreprenant, subtil, officieux, en perpétuelle vibration, il est la conscience inquiète et socratique de son temps. Chez lui, chez Jacobi, c'est moi qui parle, la critique n'est pas d'abord détermination des limites de la raison, de son champ de validité, mais interrogation sur la raison elle-même et sur ce qu'elle devient dans l'espace de la philosophie. Si les textes de Jacobi sont aujourd'hui assez peu connus,
les effets que ces critiques, enfin, à part des spécialistes, j'entends, les effets que ces critiques adressées aux plus grands philosophes de son temps ont produits furent absolument considérables. J'en ai déjà dit un mot, mais j'en rajoute. Mendelssohn lui a répondu dans son ouvrage qui s'appelle Morgenstunden, les heures matinales, dit-on en français. On s'accorde à voir dans le texte de Kant, qu'est-ce que s'orienter dans la pensée, une réponse ou une première réaction de Kant aux critiques de Jacobi, mais il semble qu'on puisse voir dans la troisième critique, la critique de la faculté de juger, au moins partiellement, en tout cas, une réponse plus approfondie aux arguments développés par Jacobi dans son livre consacré à David Hume. Donc, bon, Mendelssohn, Kant, Fichte, je l'ai dit, a répondu à Jacobi, la destination de l'homme, Hegel, foi et savoir, et puis Schelling dans d'innombrables ouvrages. On va y revenir puisque dans un deuxième temps, je viendrai à Schelling. Voilà donc, si vous voulez, un interlocuteur de taille, même si peut-être sa pensée ne l'était pas, ou ne l'était, comme il l'a suggéré lui-même et comme l'a souligné très fortement Schelling ensuite, ne l'était que malgré lui. Alors Jacobi était doué d'un certain humour, si je puis dire ça comme ça. Il était tout à fait conscient de son penchant rhapsodique à l'ère des grands systèmes, et il se qualifiait lui-même de sauterelle. Sauterelle bondissant de ci, de là, autour des forteresses philosophiques. Vous savez que c'était l'époque des forteresses philosophiques, des grands systèmes. Lecteur de Kant, Jacobi avait aperçu dans le criticisme, c'est-à-dire non tant dans la critique comme acte que dans sa dogmatisation systématique, il avait aperçu dans le criticisme un risque. Ce risque, il le nomme ainsi, c'est le risque de l'égoïsme spéculatif. Alors, entendez dans égoïsme spéculatif, évidemment, égo, c'est-à-dire une philosophie entièrement centrée sur le moi, pas tant l'égoïsme au sens moral du terme. Un égoïsme spéculatif, aveugle à toute réalité extérieure, engoncé dans un solipsisme dissolvant la totalité du monde, pour la reproduire ensuite dans le système. L'idéalisme se révélait à lui, Jacobi, comme la forme philosophique de la destruction créatrice. Et Luc Brisson avait fait, c'était la première conférence du cycle de l'année dernière, écho à cette critique jacobienne. Alors l'idéalisme, c'est avant tout une philosophie de la raison, Vernunft en allemand. Raison pure ou pratique, mais à la vérité à peine pure que déjà pratique, tant la première ne prend vraiment sens que dans la seconde. Et la raison des idéalistes, aux yeux de Jacobi du moins, la raison des idéalistes est comme enfermée en elle-même et elle ne saurait en sortir qu'à reconstruire intégralement le monde, un monde à son image dès lors, dont la forme accomplie est le système riche et imposant, mais, c'est la critique de Jacobi, pauvre en vie à proportion de son chatoiement conceptuel. Si beau soit le tableau qu'il esquisse, il reste impuissant à exister vraiment. Et non seulement il n'existe pas, mais au fond, plus grave, nul ni vie. Tristesse de la philosophie. Folle tristesse ou triste folie. Or, la sauterelle est vivante et vivace, qui oppose au geste de la science. Alors, je dis science avec une majuscule, même si ça ne s'entend pas. Science avec une majuscule, c'est la façon dont Fichte lui-même désignait sa propre philosophie, la philosophie accomplie. Donc, sauterelle vivante et vivace qui oppose au geste de la science celui de sa non-philosophie. Néant de savoir, inscience, opposé au savoir du néant, dont le nom, cependant, non-philosophie, indique combien elle reste liée à ce dont elle se sépare. Si l'organe est l'objet de la philosophie, eh bien la raison, c'est elle, pense Jacobi, qu'il faut rappeler à l'ordre, ou mieux, rappeler à la vie, puisque l'ordre est systématique quand la vie est organique. Jacobi cherche donc à faire résonner au cœur même de cette raison des échos oubliés pour lui rendre sa vitalité occultée. Ainsi insiste-t-il, je le cite, Vernunft, donc la raison, a pour racine vernehmen. Déjà donc le recours à l'étymologie, fut-elle hasardeuse, déjà le recours à ce que Deleuze appellera bien plus tard l'athlétisme proprement philosophique. Que signifie vernehmen? Entendre un son.
percevoir un bruit. À la racine de la Vernunft, de la raison, donc, ce verbe, vernehmen, renvoie au monde extérieur. Alors que la raison idéaliste se pose elle-même avant de poser le monde. Vernehmen, le verbe, suggère une réception, quand Vernunft, le substantif, affirme une autoposition de soi. L'étymologie à laquelle recourt Jacobi souligne qu'en deçà de toute production rationnelle de concepts se trouve une écoute et qu'en substituant le substantif au verbe, l'idéalisme a anéanti quelque chose, le monde lui-même. En effet, si l'homme perçoit d'abord, cela implique que quelque chose d'autre que lui peut le toucher. S'il est raison seulement, le voici législateur de toute chose. On veut dire autrement, la raison arachnéenne sécrète sa propre toile, elle s'y enferme, prise à son tour en elle-même, encombrée de soi. Je cite Jacobi. La raison pure est une perception qui ne perçoit qu'elle-même. Ou encore, quelques lignes plus loin, la raison pure ne perçoit que soi. Elle accomplit, autrement dit, avide le geste même dont elle procède, ou qui la suscite, elle se rabat sur elle-même, se repique, se reploie, pour ne plus se déployer ensuite que dans le cercle ou la toile créée par son initial reploiement. Une autre phrase de Jacobi, une autre citation. Le philosopher de la raison pure doit donc être un processus chimique qui transforme en néant tout ce qui est extérieur à celle-ci et la laisse seule subsister. Un esprit si pur que, dans cette pureté qui est la sienne, il ne peut lui-même être, mais peut seulement tout produire, et de nouveau, dans une telle pureté qu'à son tour, cela ne peut être, mais ne peut être intuitionné comme existant que dans le produire de l'esprit. L'ensemble, conclut Jacobi, l'ensemble est un simple acte d'acte. Alors, acte d'acte en allemand, tat, tat. Une répétition, 2 fois le même mot, acte d'acte. Alors, cette expression, c'est une expression ironique qui vise une expression de Fichte. Fichte utilisait une expression qui est un néologisme qu'il a lui-même forgé, qui est la Tathandlung en allemand, donc un terme un peu délicat à traduire en français, qui signifie quelque chose comme une action agie. Tat, c'est le même mot qu'a redoublé Jacobi, tat, tat, mais là c'est Tathandlung, et handeln, c'est agir aussi, donc mettons action agie, et qui désigne chez Fichte l'autoposition du moi. Et ce terme a été forgé par Fichte de façon polémique, en référence polémique, si vous voulez, à un terme kantien, tout à fait important, qui est le terme de Tatsache. Tatsache, le fait, donc en français, mais Tatsache, c'est un mot composé, originellement composé de tat, toujours ce même tat, et puis de Sache, qui veut dire la chose en allemand. Alors, chez Fichte, c'était le sens de l'invention de cette notion de Tathandlung, chez Fichte, plus la moindre chose, mais un simple processus, le processus par lequel le moi se pose lui-même pour commencer toute chose. Alors, en modifiant cette formule, Jacobi, passant de Tathandlung à tat-tat, Jacobi met en évidence un bégaiement ou un hoquet de la raison philosophique, une itération doublement nihiliste, pour ainsi dire. Niant le monde, la raison s'annule elle-même, renonçant à son sens initial de vernehmen. Se dupliquant, elle se creuse et ne subsiste que comme processus dans le temps de son effectuation, qui ne peut exister qu'à se reproduire. D'où la comparaison qu'on trouve chez Madame de Staël, par exemple, entre Fichte et le baron de Münchhausen, qui se tire lui-même par les cheveux pour se soulever, ou encore chez Schlegel, Friedrich Schlegel, entre la philosophie de Fichte et le voyage aérien de Don Quichotte sur son cheval de bois. Il y a des micros qui devraient être coupés parce qu'on entend quelqu'un téléphoner. Donc, je reprends ma phrase. La raison se dupliquant se creuse et ne subsiste que comme processus dans le temps de son effectuation, qui ne peut exister qu'à se reproduire et qui, se faisant, s'annihile dans son acte même.
Autrement dit, l'autoposition n'est rien d'autre qu'une autodestruction. L'idéalisme, achèvement glorieux de la philosophie rationnelle, dont le cœur est, pour Jacobi, le dogmatisme spinoziste, est un nihilisme qui accomplit le trajet du rien au rien. Excusez-moi, je vois si je peux enlever le micro, parce que là... Donc, qui accomplit le trajet du rien au rien. Alors, dans la langue de Jacobi, ça donne la chose suivante. Aus nichts, zu nichts, für nichts, in nichts. Donc, depuis le rien ou le néant, vers le rien ou le néant, pour rien ou le néant, dans le rien ou le néant. Voilà, l'idéalisme présenté par Jacobi. Alors, le jeune Schelling. Schelling, je vous rappelle les dates, c'est 1775-1854. Hein. Il est contemporain, 5 ans plus jeune que Hegel et Hölderlin, qu'il a pourtant fréquenté. Hein, donc, le jeune Schelling a été, comme ses camarades du Stift de Tübingen, donc Hegel et Hölderlin notamment, dont il a partagé la chambre là-bas, le jeune Schelling a donc été très sensible à la pensée de Jacobi. Dans ses textes de jeunesse, Jacobi est partout. Hein, il a été très sensible à sa pensée et il a retrouvé Jacobi lorsqu'il était plus âgé, en 1806 très exactement, au moment où Jacobi dirigeait l'Académie des sciences de Bavière, où Schelling enseignait à ce moment-là. Schelling a consacré un chapitre à Jacobi dans sa contribution à l'histoire de la philosophie moderne. Texte passionnant de Schelling. Et on peut considérer les âges du monde, donc un des textes assez intéressants, assez fondamentaux ou fondamental chez Schelling, dont on a 3 versions, 1811, 1813 et 1815. On peut considérer les âges du monde comme une étape décisive dans le Streit, dans la querelle avec l'auteur des choses divines et de leur révélation. C'est le titre du livre de Jacobi, de 1811. Alors, dans l'histoire de la philosophie moderne vue par Schelling, Jacobi joue un rôle médian. Sa non-philosophie, ou sa philosophie du non-savoir, s'inscrit très exactement entre la philosophie et la théosophie, c'est-à-dire ici le mysticisme spéculatif ou théorétique d'un Jacob Böhm, par exemple. Alors, regardons la chose de plus près. Pour Jacobi, écrit Schelling, que je cite, « Toute philosophie mène inévitablement au fatalisme, c'est-à-dire, dans sa géographie intellectuelle, au spinozisme. Et tout fatalisme mène nécessairement à l'athéisme. » Face au fatalisme spinoziste, y compris dans sa version idéaliste allemande, pas d'autre choix alors, aux yeux de Jacobi, que le retour au sentiment, contre la froide conceptualité déjà dénoncée en 1797 par Schiller, le poète Schiller, qui écrit par exemple dans un de ses poèmes qui s'appelle Die Mannigfaltigkeit, la diversité, la multiplicité, la chose suivante que je traduis, le concept règne tristement. De milliers de formes ludiques, il n'en tire, dérisoire et vide, qu'une seule. Ce qui intéresse Schelling, ce n'est pourtant pas cette fuite romantique dans le sentiment, opposée à la raison, mais l'exigence portée par la pensée critique de Jacobi, qui est l'exigence, dit Schelling, d'une philosophie positive ou historique, dont le modèle peut être trouvé, selon lui, selon Schelling, dans les pensées de Pascal, et que lui-même s'efforcera de développer justement dans les âges du monde. Je vais y revenir. Stimulante, la critique de Jacobi s'est néanmoins effondrée du fait de son manque de consistance interne. Elle qui ne pouvait se produire que dans l'élément du Streit, de l'altercation. Schelling distingue justement 2 moments dans la vie de Jacobi. Celui de la critique vigoureuse, menée du point de vue de la non-philosophie, et un autre, ultérieur, qui a vu s'installer Jacobi dans le rationalisme le plus plat,
C'est l'expression de Schelling, bien entendu. Et c'est ce que Schelling découvrira lorsqu'il fréquentera Jacobi à l'Académie des sciences de Bavière. Pour le dire plus simplement, la force contestatrice a mué, comme ça arrive si souvent, en contradiction. Le nomadisme a viré en bourgeoisie. Je cite Schelling à nouveau. Auparavant, Jacobi en usait de telle sorte avec la raison qu'il lui accordait trop peu et voulait parvenir au divin, au positif, de manière immédiate, en excluant le négatif sans l'avoir surmonté. Plus tard, il se conclut dans l'attitude exactement inverse, et ce savoir immédiat qu'il avait cherché auparavant à affirmer par l'exclusion de la raison, il l'attribua plutôt à la seule raison. Ainsi, son geste de pensée perdit-il la vérité dont il était porteur. C'est que Jacobi fut, selon Schelling, incapable de dépasser, ni d'ailleurs de fonder, le dualisme sur lequel reposait sa puissance disputative. Il se tenait en quelque sorte dans un no man's land, c'est l'expression de Schelling à nouveau, arrêté à la frontière de deux mondes, dont l'un, celui de la philosophie rationnelle, lui apparaissait comme une étendue déserte et aride, l'Égypte, dit Schelling, quand il apercevait l'autre seulement de loin comme une terre promise. Moïse avorté, Jacobi ressemblait plutôt, aux yeux de Schelling, à Bilam, le prophète des nations, venu pour maudire Israël et qui dut le bénir. Et c'est au fond là que réside le drame de Jacobi aux yeux de Schelling, dans le fait que son immense appétit de savoir fut toujours incapable de trouver jamais de quoi se rassasier. L'entendement prit en lui, si vous voulez, la forme d'un sentiment exacerbé mais infécond, s'épuisant dans son pur vouloir, autre figure du nihilisme pour Schelling. Ultérieurement, Schelling qualifiera la position de Jacobi, ultérieurement, je veux dire dans d'autres textes plus tardifs, il qualifiera la position de Jacobi de simple théisme, impuissant à reconnaître le Dieu vivant. Dieu vivant, c'est l'expression de Schelling, bien entendu ici. Impuissant à reconnaître le Dieu vivant parce que prisonnier d'un sentiment religieux informe, transformé bientôt en une simple idée. La protestation théiste de Jacobi impliquait en réalité, selon Schelling, la survie de son adversaire, car son unique consistance venait de son Streit, de sa lutte contre lui. Je cite Schelling, très méchant ici, de même, il y a certaines personnes qui veulent être malades, parce que ceci leur donne l'occasion de parler d'elles et de rendre, par de tels propos, intéressante une personnalité qui, par ailleurs, ne l'est en rien. Hypocondrie philosophique de Jacobi, tel est le diagnostic du docteur Schelling. Entrevoyant malgré lui, à la façon d'un Bilham, autre chose, il fut néanmoins incapable d'effectuer le pas au-delà, de développer, autrement dit, la véritable antithèse du panthéisme, je vous rappelle que c'était la querelle du panthéisme, à savoir, selon Schelling, le monothéisme, aux antipodes du théisme sentimental et néanmoins abstrait de Jacobi. Ces cris d'orfraie, à nouveau formule de Schelling pour Jacobi, ces cris d'orfraie à l'encontre du spinozisme inhérent à toute philosophie, sa protestation contre son nihilisme foncier, témoignait en réalité d'une peur du monothéisme. Même lorsqu'il eut dépassé l'affirmation de son sentiment religieux résistant à la dissolution du réel par la raison idéaliste, et fait de cette dernière, la raison, le moyen même de se rapporter à Dieu, il ne parvint pas encore à penser sous ce nom une effectivité quelconque. Alors, si vous entendez la chose, ça signifie que Schelling retourne, d'une certaine manière, l'argument de Jacobi contre Jacobi. Dans un texte de 1811, intitulé « Sur une prophétie de Lichtenberg », Jacobi écrivait en effet la chose suivante, à l'encontre, cette fois-ci évidemment, de l'idéalisme et de ce qu'il appelle le nihilisme idéaliste. Donc je cite Jacobi, une phrase, enfin une citation très forte de Jacobi.
L'homme, dit-il, n'a qu'une seule alternative. Tout déduire de l'un ou tout déduire de rien. Nous préférons l'un au rien et lui donnons le nom de Dieu, car cet un doit être nécessairement un impersonnel, un plus loin personnel, sans quoi il ne serait encore, sous un autre nom, rien de plus qu'un néant universel, un être essentiellement indéterminé et qui pourtant détermine tout. Il serait cette chose absurde qu'est l'infini de Platon et tant d'autres choses encore, un tout qui n'est pas un, une impossibilité manifeste, un encore moins que rien. Alors, cet un personnel, Jacobi en a fait, je vous l'ai dit, le corrélatif de la raison, après en avoir fait le corrélatif du sentiment. Et cela révèle, aux yeux de Schelling, en tout cas selon Schelling, que son Dieu querelleur, le Dieu querelleur de Jacobi, qui nourrissait sa propre puissance disputeuse, et on a vu qu'elle fut immense et retentissante, n'était au fond qu'un produit de la raison, bien que radicalement délié de tout raisonnement, de tout travail de la pensée. Cet un, opposé si vigoureusement au rien par Jacobi, n'était en réalité, dit Schelling, pas grand-chose, en vérité quasiment rien. Renaissance du nihilisme chez celui qui l'avait dénoncé. Complicité intime de l'opposant avec ce à quoi il s'opposait. C'est que la raison, fut-elle débarrassée des excès idéalistes, n'est pas première pour Schelling. Elle, et je cite Schelling ici, elle est assurément devancée par la simple puissance de l'être qui, dans la mesure même où elle est simple puissance, est en un certain sens égale à rien. Elle est ce qui n'exclut rien. Or, ce qui n'exclut rien, voilà précisément la puissance pure. Méditant en partie à partir de la querelle avec Jacobi, Schelling s'est fixé la tâche d'accomplir le pas au-delà, de viser ce qu'il appelle l'envers ou l'au-delà. Les lévinassiens parmi vous entendront les résonances, l'envers ou l'au-delà de l'être. Et c'est la tentative qui s'exprime dans les différentes versions des âges du monde, qui sont les véritables galops d'essai de ce que Schelling appelle lui-même la philosophie positive. Alors, j'explique évidemment le sens de ce mot chez lui. Schelling a distingué de plus en plus fermement deux faces de la philosophie, avers et revers de la pensée qu'elle déploie. La philosophie négative est rationnelle. Elle va de l'essence à l'existence. La positive accomplit quant à elle le renversement qui consiste à considérer l'existence avant l'essence. Forme initiale, si vous voulez, et métaphysique de ce qu'on a appelé bien plus tard l'existentialisme. Jacobi, pourtant critique radicale du dogmatisme, aura échoué à accomplir le pas au-delà, à voir l'envers. Ou plutôt, voyant, à l'instar de Bilam, il vit cet envers, mais ne sut l'atteindre. Voilà la critique de Jacobi. De Schelling, pardon. De Schelling, que Schelling adresse à Jacobi. Alors, comment faire? Comment faire dès lors pour dépasser la critique de Jacobi sans sombrer à son tour dans le nihilisme? Schelling, pour le faire, va s'appuyer sur l'intuition, de son adversaire. Il va prendre élan sur une intuition de Jacobi. Je le cite dans un petit ouvrage, c'est un cours qui s'appelle le monothéisme. Car pour soi, l'un est inconnu. Il n'a pas de concept par quoi on pourrait le désigner, mais seulement un nom. De là l'importance qu'on attache au nom. Dans le nom, il est lui-même l'unique, celui qui n'a pas son semblable. Alors là, très grande proximité avec Jacobi, donc excusez-moi, mais je vous cite très vite une phrase de Jacobi pour que vous voyez la proximité. Jacobi écrit la chose suivante: Dieu seul est l'un personnel qui est seulement un, l'unique. Il est l'un sans autre, au sens le plus éminent qui soit, au sens le plus haut. Très grande proximité, avec une différence notable. Il n'y a aucune mention du nom chez Jacobi, alors que c'est central dans la citation de Schelling que je viens de vous donner. Donc, pour bien comprendre le geste de Schelling,
il faut revenir au noyau toujours inachevé de sa pensée, que sont les âges du monde. La rédaction de cet ouvrage répond au constat qu'il ne saurait suffire de renvoyer à l'auteur du Streit son propre nihilisme comme une dispute d'enfants. Pour vous faire entendre la chose, je cite un mot de Schlegel dans une lettre qui est rapportée par Xavier Tilliet. Il écrit la chose suivante. En fait de nouvelles littéraires, il paraît que la contestation entre Jacobi et Schelling est très vive. Ils se lancent l'athéisme à la tête l'un de l'autre comme s'ils jouaient à la raquette. Voilà. Donc, Schelling a conscience du fait qu'il faut aller au-delà du ping-pong polémique et qu'il faut donc essayer de dépasser le nihilisme tout court. Et pour le faire, pour essayer de dépasser ce nihilisme qui a été pointé par Jacobi, Schelling choisit une voie escarpée, une voie qui cherche à intégrer le néant au devenir de ce qui est, plutôt qu'à le rejeter illusoirement comme l'a fait à ses yeux Jacobi. Et les âges du monde sont d'abord une pensée du devenir de l'un, pourrait-on dire, ou, pour prendre une formule de Heidegger à propos de Schelling précisément, d'un Dieu en devenir. Une pensée donc du temps et de son rapport à la conscience, la volonté de repenser à neuf, positivement, la temporalité du monde, de l'homme et de Dieu. La philosophie positive, martèle Schelling, doit être historique. C'est-à-dire qu'elle doit revêtir la forme non plus d'une déduction, fût-elle transcendantale, mais d'un récit. Elle doit partir de ce qui est et non tisser sa toile à partir de l'anéantisation de la réalité. Tel est le projet esquissé dès les premières lignes du livre « Les âges du monde ». Je vous lis le tout début de ce livre. Enfin, ou de ce brouillon de livre, puisque ça c'est toujours resté inachevé. Ce qui est passé est su. Ce qui est présent est connu. Ce qui est à venir est pressenti. Ce qui est su est raconté. Ce qui est connu est exposé. Ce qui est pressenti est prophétisé. Le récit n'est pas, pour Schelling, simple description, mais en fait, le rappel à la mémoire des hommes de ce qui se trouve confusément en elles, mais qu'elles ne voient plus. Ce que Schelling appelle, et à nouveau les Lévinassiens entendront la chose, ce que Schelling appelle l'immémorial, unvordenklich. Le récit est clarification, et en ce sens, il est vérité. Les références de Schelling ici étant de la nature de Lucrèce et bien entendu Dante. Alors, dans ma lecture rapide de ces fragments, Les âges du monde, je vais partir de mon fil directeur, donc celui de la querelle avec Jacobi, et je vais montrer rapidement que la doctrine des trois puissances constitue la réponse de Schelling à Jacobi. Contrairement à ce que pensait ce dernier, Jacobi, le néant, dit Schelling, n'est pas absolument rien. Il n'est pas l'antithèse de l'un, mais plutôt une étape de sa révélation. Une manière pour lui de se donner sans apparaître tout à fait. Je le dis autrement. Le rien n'est pas rien tout uniment. S'il est un non-étant, ce n'est pas en raison d'un total manque de lumière et d'essence, écrit Schelling, mais à cause de l'active réclusion en soi de l'essence, autrement dit, à cause d'une force active. Niant ce qui est, le néant ne peut faire qu'il ne le pose dans le même geste. On ne peut donc l'entendre, à l'instar de Jacobi, comme une chose qui s'opposerait à l'un sans sombrer dans une contradiction insoluble. Hypostasier le néant, c'est en effet en faire quelque chose et se condamner de ce fait à un dualisme insurmontable. Le néant, dit Schelling, n'est pas une chose, c'est une force. Et cette force est commencement. Elle constitue la première puissance, celle que Dieu révèle d'abord et dans laquelle, pour ainsi dire, il nie sa propre essence, ou plutôt la reprend et l'enferme en soi. Puissance contractile, rétractile, dans laquelle Dieu se donne en se soustrayant. Alors Schelling connaissait, on l'entend par oui dire, quelques énoncés kabbalistiques qui lui avaient fait forte impression. Enfin, il n'est pas le seul dans la philosophie allemande. Mais, voilà. Donc, contraction, puissance de contraction. Si Dieu est A, la lettre A, grand A,
Hein, Heidegger a souligné à quel point le système dans l'idéalisme allemand reposait sur le présupposé de la mathématisation de la pensée par Descartes. Donc si Dieu est A, grand A, il ne se donne d'abord que sous la forme A égale B. C'est ainsi que Schelling entend le passé ou la création, dans laquelle Dieu ne se donne qu'au moyen de la nature créée, c'est-à-dire en se vidant en soi pour libérer l'espace nécessaire au monde. Ce nom, N-O-N, ce nom initial, cède aussitôt la place. Alors évidemment, les termes temporels sont toujours un peu trompeurs, parce que c'est aussitôt, il faut entendre une succession, mais un en même temps, une simultanéité. Ce nom initial cède aussitôt la place à une affirmation, à un oui, nécessairement second. C'est la deuxième puissance que Schelling symbolise par A au carré, A à la puissance 2, et qui correspond dans sa pensée des âges du monde à la révélation. Deuxième puissance dans laquelle la négation s'efface. Le néant est alors surmonté dans la révélation de Dieu comme tel, qui dévoile rétrospectivement la présence de A dans la création. A égale B, à partir du moment où A au carré se révèle, on voit apparaître le A qui se trouvait de façon cachée dans le A égale B. Ces deux puissances, donc A égale B et puis A au carré, ces deux puissances sont aussi la même. Et il faut entendre, évidemment, la tension qui s'instaure entre elles. Je cite Schelling. Avec ces deux puissances apparaît l'opposition originaire, mais une opposition qui, au lieu de reposer sur une totale exclusion réciproque, s'appuie sur un rapport d'opposition ou, en quelque sorte, sur une position inversée de ses premières forces de vie. Ce qui, dans la puissance précédente, était l'extérieur, le contenant, ce qui nie, devient dans la suivante l'intérieur, le contenu, le nié lui-même. Et inversement, l'entravé devient ici le libre. Elles sont à la fois infiniment distantes l'une de l'autre et infiniment proches. Distantes, car ce qui dans l'une est affirmé et manifeste, est dans l'autre nié et placé dans l'ombre. Proches, car il n'est besoin que d'un simple renversement, et que l'on tourne vers le dehors ce qui est caché, et vers le dedans ce qui est manifeste, pour que l'une se transpose dans l'autre, et, pour ainsi dire, se change en elle. Comme si on avait inversé un gant, en réalité. Mais évidemment, l'un ne saurait se tenir dans une telle division. Il est aussi bien nécessairement unité. Et c'est la troisième puissance. Troisième puissance que Schelling note A au cube, à la puissance 3, et qui symbolise la rédemption, qui accomplit le mouvement dans son ensemble. Donc, la réponse de Schelling à Jacobi consiste dans l'affirmation suivante: en un certain sens, l'un se donne lui aussi, provisoirement, comme néant. Hein, on prend, je ne sais pas si vous l'avez goûté, mais je pense qu'on prend ici la mesure du génie métaphysique de Schelling. C'était un génie, il a lu la monadologie, je crois, à l'âge de 14 ou 15 ans. C'est tout à fait génial, apparemment. Donc, ce génie métaphysique, sur ce génie métaphysique, pardon, prendra sens la citation de Rosenzweig à laquelle je reviendrai pour finir. Mais je cite à nouveau Schelling pour vous faire entendre un peu davantage ce qu'il cherche à dire. Donc maintenant, en passant de l'un à Dieu. Du fait de la nécessité de sa nature, Dieu est un éternel non, N-O-N, Nein. Il est l'être en soi suprême, une éternelle rétraction de son essence en soi-même, dans laquelle nulle créature ne saurait vivre. Mais du fait de la même nécessité qui s'attache à sa nature, bien qu'en vertu d'un autre principe, en tout point différent du premier, il est l'éternel oui, une éternelle expansion, un éternel don, une éternelle communication de son essence. Mais tout aussi éternellement, Dieu est-il le troisième terme, l'unité du oui et du non. Voilà. Alors, pour que ce mouvement décrit par Schelling ne déchoit pas en système, en simple philosophie négative, en pure élaboration rationnelle, si vous préférez, il faut encore, ce sera le point suivant,
faut encore qu'il s'accorde au récit par excellence, celui de la révélation. Il faut qu'il consonne avec lui. Alors, plus tard, dans son introduction à la philosophie de la mythologie, ça se situe vers 1830, Schelling se félicitera, je le cite, de voir ces affirmations confirmées par les textes mosaïques. Scrutant la lettre de ces textes, à partir de sa connaissance de l'hébreu, hébreu enseigné par son père, son père était pasteur et parlait l'arabe et l'hébreu, et il a enseigné l'hébreu à son fils. Donc, scrutant ce texte à partir de sa connaissance de l'hébreu, il prétend en effet y retrouver ce que les puissances décrites dans les âges du monde lui permettaient de penser. Alors, non pas exactement les puissances elles-mêmes, mais ce que ces puissances lui permettaient de penser, c'est-à-dire l'articulation en Dieu d'un fond, en allemand Grund, et de l'existence, l'orthographie ici exprès, comme Heidegger le fera, c'est-à-dire cette deuxième puissance qui sort de la première. Et voilà comment Schelling dit la chose dans cette introduction. On a toujours souligné que le peuple hébreu avait deux noms pour son Dieu. Un nom général, Elohim, je vais parler comme Schelling, un nom général, Elohim, et puis ensuite un nom particulier, Yahvé, dit-il, donc le tétragramme. Ces deux noms, aux yeux de Schelling, équivalent aux deux premières puissances. Le second, donc ce qu'il appelle Yahvé, le tétragramme, le second désigne le Dieu absolu qui, dans un premier temps, s'est donné à la conscience sans être cependant discerné comme tel, dira Schelling. C'est le Dieu relatif, Elohim, qui est d'abord apparu à la conscience humaine en tant que Dieu absolu. Relatif, il ne s'est donc pas donné relativement, mais absolument, pour ainsi dire, selon la formule mathématique que j'avais évoquée, A égale B. C'est d'abord lui, le Dieu relatif, qui s'est donné comme absolu. Ce qui veut dire que les premiers hommes n'ont pas eu une véritable connaissance du vrai Dieu, selon Schelling, du Dieu absolu. Ils ne le connaissaient qu'indistinctement, et sous son nom, donc Elohim, et pas sous son nom Yahvé, dit Schelling. Et c'est seulement dans un deuxième temps que ce Dieu absolu a été discerné. Autrement dit, seule la deuxième génération d'hommes atteignit une réelle connaissance du vrai Dieu. Alors, deuxième génération humaine, j'explique là-dessus la conception de Schelling. Pour nombrer les générations humaines, Schelling s'appuie sur les derniers versets du chapitre 4 de la Genèse et les tout premiers du chapitre 5, dans lesquels on a le livre des générations de l'homme ou d'Adam. Et on apprend dans ces générations, on apprend qu'après la naissance d'un homme qui s'appelle Enoch, je cite le verset, on commença à invoquer le nom de Hachem. Az-Ural, Likro, Beshem, Hachem. Soit le nom particulier du Dieu absolu dans la langue de Schelling, qui vint alors se substituer au nom général, signalant par là un changement dans l'appréhension de l'homme, de Dieu par l'homme. Schelling voit dans Enoch, note Béni Lévy que je cite là à l'instant, exactement le contraire de ce que Rachi et toute la tradition d'Israël y voient. Non pas le début de l'idolâtrie, mais le début du Dieu vrai. Puisque Rachi propose d'entendre le Ural, Az-Ural, au sens de Choulin, de profanation. Mais pas chez Schelling. Première génération, Adam, l'homme. Deuxième génération, Enoch, l'homme. Enoch signifiant aussi bien l'homme. Deux types d'hommes, pour ainsi dire. Le premier reconnaît Elohim, Dieu certes, mais un Dieu indistinct, un Dieu indifférencié, pourrait-on dire. Le second invoque Yahvé, Dieu différencié, dont la connaissance inaugure le monothéisme à proprement parler. Ce qui signifie, vous l'entendez, qu'aux yeux de Schelling, la connaissance adamique, par exemple, ne relève pas d'un authentique monothéisme. Elohim est donc la première puissance, A égale B.
il y avait la deuxième, AO carré. Et ces deux puissances entrent en tension, comme les puissances dans les âges d'or. Hypostasiant les pôles de l'arc que dessine cette tension, Schelling va, dans son introduction à la philosophie de la mythologie, jusqu'à parler de deux dieux. Deux dieux. Même s'ils sont le même par ailleurs, parce que vous vous souvenez que la troisième puissance vient les réunir. Hein. Donc il y a une sorte de dualisme, si vous voulez, chez Schelling, et c'est tout à fait pensé chez lui, puisque dans ses recherches sur l'essence de la liberté humaine, il écrivait, parlant d'un dualisme en Dieu, que ce dualisme était le seul dualisme justifié, parce qu'il laisse subsister une unité. Donc, dualisme et à vrai dire, quasiment un gnosticisme de Schelling. Je vous signale, entre parenthèses, j'en ferai pas grand-chose là, mais que le jeune Schelling, qui a donc passé un doctorat de philosophie, mais aussi de théologie, avait consacré sa thèse, son doctorat de théologie à la pensée de Marcion. Alors, l'arrivée du second Dieu, ce que Schelling appelle le second Dieu, ouvre deux possibilités, deux voies. La première, c'est celle de la révélation du Dieu absolu, qui ne se donnait jusque-là que comme un Dieu relatif. C'est-à-dire que cette première voie, c'est la possibilité de discerner le vrai Dieu. Et la seconde, sensible à la tension en Dieu, n'est autre que le polythéisme. L'advenue, autrement dit, du monothéisme vrai est contemporaine de ce risque et l'humanité, adamique ou énochique, se retrouve en danger. C'est ce dont témoigne le déluge dans la lecture qu'en fait Schelling. En Énoch, en effet, la tension n'était présente qu'en puissance. Mais les hommes qui l'ont suivi, les hommes qui ont vécu après lui, l'ont actualisée. Et la Terre s'est intégralement corrompue. Elle a cédé au polythéisme, dans la langue de Schelling. C'est comme ça que Schelling comprend les étranges versets qui précèdent la péricope Noé, la péricope où il est question de Noé et du déluge, dans l'écriture, dans la Torah. Versets qui décrivent les accouplements des Bnei à Elohim, des fils des Elohim, avec les filles de l'homme et leurs engendrements, les Néphilim. Noé, dans la lecture qu'en fait Schelling, ne trouva grâce aux yeux de Dieu que parce que seul dans son époque, je cite Schelling, il n'inclinait pas vers le second Dieu. En cela repose ou réside sa justice et son intégrité. S'en tenant au premier Dieu, il restait fidèle à l'humanité première, et s'il fut incapable d'accéder au monothéisme vrai, du moins n'inclina-t-il pas vers le polythéisme. Donc le déluge marque chez Schelling, dans la lecture que fait Schelling, le déluge marque une césure entre deux époques. Je le cite, celle d'une race encore douée de forces surhumaines et celle d'une race devenue pleinement humaine et vouée à l'humanité, mais qui par là même s'abandonne au polythéisme. Donc le déluge accomplit la distinction, ou ce qui précède juste le déluge, accomplit la distinction inaugurée par Énoch. D'un côté, l'humanité divisée en peuples depuis Babel, dit Schelling, et de l'autre, une lignée, pas un peuple, une lignée, celle d'Abraham, la seule, écrit Schelling, chez laquelle il y est aussi révélation. Renonçant définitivement au déluge, et constatant que le penchant du cœur de l'homme est mauvais dès son enfance, je paraphrase les versets, Dieu, écrit Schelling, concède lui-même que le genre humain ne doit pas être retenu de passer au polythéisme. Que conclure donc de cela? La chose suivante, la révélation n'a pas précédé le polythéisme, elle n'est advenue que dans le cours du temps, de ce temps en Dieu, pour ainsi dire, de ce temps éternel que cherchait à penser et à raconter Schelling, et qu'il résume ainsi. Donc Schelling, toujours dans cette introduction. La première génération humaine vénérait le Dieu vrai implicite, à savoir dans l'un relatif, mais sans le différencier comme tel. Or, la révélation est précisément manifestation du Dieu vrai comme tel.
Or, la révélation donc, du vrai comme tel, pardon, excusez-moi, est dans la première génération humaine, qui n'avait précisément pas besoin de cette différenciation. J'ajoute, et donc pas besoin du nom tétragrammate, du nom en 4 lettres. Je cite Schelling, j'insère une citation dans ma citation pour vous faire entendre la chose. Schelling écrit la chose suivante: c'est parce qu'il n'y a pas de connaissance véritable du Dieu vrai sans différenciation que le nom est d'une telle importance. Les adorateurs du Dieu vrai sont ceux qui connaissent son nom. Les païens, qui ne connaissent pas son nom, n'ignorent pas Dieu absolument. Il n'y a que son nom qu'ils ne connaissent pas, c'est-à-dire qu'ils ne le connaissent pas dans la différenciation. Je reviens à ma première citation, je la reprends. Or, disait Schelling, la révélation est précisément manifestation du Dieu vrai comme tel, et dans la première génération humaine, qui n'avait précisément pas besoin de cette différenciation, il n'y avait pas de capacité d'accueillir cette révélation. De la seconde génération, il est dit qu'elle a appelé le Dieu vrai par son nom, c'est-à-dire qu'elle l'a différencié comme tel. On a donc ici la possibilité d'une révélation concomitante avec les premiers développements du polythéisme. La figure proéminente est celle de Noé, auquel le vrai Dieu s'adresse, mais à son époque précisément, conclut Schelling, le polythéisme ne peut plus être entravé. Donc, Adam n'a pas connu la révélation, il n'a eu affaire, dans la langue de Schelling, qu'à la première puissance, Elohim, car le premier homme, écrit Schelling, ne savait encore rien de Yahvé. Alors, vous avez vu, lisant le texte révélé avec l'attention que requiert la philosophie positive, il me semble que Schelling est cependant rattrapé par l'esprit de système si caractéristique de l'idéalisme allemand. Le système s'immisce, pour ainsi dire, dans son texte, ou dans le texte révélé, le texte avec une majuscule, et lui impose, contre la volonté du philosophe, son intelligibilité. Tout concourt dès lors à établir que la révélation est historique, qu'elle fait l'objet d'un devenir, et que le véritable monothéisme, d'abord enveloppé, ne put advenir que comme polythéisme surmonté. Schelling a-t-il répondu aux objections de Jacobi? Certes, dans sa pensée, le concept a cédé la place au processus, au développement interne des puissances. Mais celui-ci ne se réduit-il pas au fond à une mise en mouvement de l'image figée? Les puissances mouvantes font-elles à elles seules un Dieu vivant? C'est la question que je pose à Schelling maintenant. Bien qu'il affirme la centralité critique du déluge, Schelling ne mentionne pas, il en mentionne beaucoup par ailleurs, ne mentionne pas un certain nombre de versets qui, à tout le moins, compliqueraient sa construction positive. On pourrait, à la limite, admettre sa lecture de la figure de Noé. C'est en effet, dans le texte, Elohim, je parle toujours comme Schelling, qui décide, pour ainsi dire, du déluge. C'est lui qui s'adresse à Noé avant qu'apparaisse le nom, en 4 lettres. Mais c'est bien ce dernier, le nom en 4 lettres, qui l'invite à entrer dans l'arche et qui agrée ensuite les holocaustes qu'il lui offre. La lecture de Schelling peut s'en accommoder. Il aura fallu le déluge, cette crise majeure, pour que Noé ait connaissance du vrai Dieu. Que dire cependant d'Adam, d'Adam? L'apparition du 2e chapitre de la Genèse du double nom de Dieu peut encore s'entendre dans les termes de la première puissance schellingienne. Alors, le double nom de Dieu, je vais le dire comme le dit Schelling, donc Yahvé Elohim, Yahvé-Elohim, équivaudrait à A égale B, où A ne se donne que par le truchement de B, et au sens strict ne se révèle pas comme tel. Mais ce Dieu au double nom se révèle explicitement dans le verset, et pas simplement implicitement à Adam. On le voit par exemple au verset 2,16 de la Genèse, où il ne s'agit plus simplement de création, je veux dire dans les termes de Schelling, il ne s'agit plus simplement de création, mais déjà de révélation, au sens propre. Le verset disant, et je le traduis, il enjoignit, donc le double nom, le nom Dieu, il enjoignit à Adam sur Adam, disant, de tout arbre du jardin tu mangeras. Révélation. Ce n'est pas simplement ici la description de la création, c'est une révélation, une adresse.
Or, évidemment, cette révélation est incompatible avec le système. Et pourtant, ce verset, certains d'entre vous le savent, évidemment, c'est un verset absolument décisif, puisque le Talmud, le traité Sanhédrin notamment, y voit la source des 7 mitzvot adressés au fils de Noé, c'est-à-dire les 7 commandements, pour le traduire, adressés à l'humanité non juive. À mes yeux, c'est ici que réside le nihilisme propre à Schelling. Alors, quand je dis propre à Schelling, évidemment, je ne veux pas dire que nul autre que lui ne le partagerait, puisque ces mitzvot, ces commandements, restent en vérité très généralement inconnus. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il lui revient à Schelling d'avoir donné à ce nihilisme une forme philosophique grandiose. Alors, pourquoi nihilisme? Parce que précisément, il me semble que dans sa lecture, Schelling anéantit une possibilité fondamentale comprise dans le texte. Et je vous rappelle que j'avais précisément défini le nihilisme par cette destruction non tant de ce qui est que de ce qui pourrait être. Évidemment, je conviens néanmoins, même si j'ai fait ça très rapidement ce soir, je conviens néanmoins du fait que le nihilisme atteint ici une hauteur absolument admirable et quasiment vertigineuse. Alors, pour conclure, je reviens à Rosenzweig, comme je l'avais annoncé. Et vous verrez, ceux qui ont entendu déjà la citation l'an dernier, qu'à partir de tout ce que j'ai dit de Schelling, ça s'éclaire de façon beaucoup plus précise. Alors, je vais prendre le texte en français et en allemand, puisque, comme j'avais signalé l'année dernière, il y a une erreur absolument rédhibitoire et catastrophique dans la traduction française. Donc ça commence comme ça. Le oui est le commencement. Donc vous entendez à quel point Rosenzweig prend exactement le contre-pied de Schelling, chez qui Dieu était d'abord négation de soi. Chez Schelling, le non commence. Chez Rosenzweig, c'est le oui. Das Ja ist der Anfang, dit Rosenzweig. La citation continue. Le non, N-O-N, bien sûr, nein, ne peut pas être commencement, car il ne pourrait alors être qu'un nom du néant, qu'un nom N-O-N du néant, ce qui présuppose un néant susceptible d'être nié, c'est-à-dire un néant qui se serait déjà décidé pour le oui. Je commente la chose, en effet, le non, nein, N-O-N, ne peut pas commencer parce qu'il présuppose l'existence de quelque chose qu'il nie. Je l'avais montré l'année dernière avec Bergson. Et je rappelle que Schelling présentait Dieu comme se niant lui-même. Mais, dit Rosenzweig, si le non était au commencement, le quelque chose qu'il nie ne saurait être pur néant. Pour qu'un néant puisse faire l'objet d'une négation, il est nécessaire qu'il contienne quelque affirmation et soit donc, je répète la formule de Rosenzweig, un néant qui se serait déjà décidé pour le oui. Donc plus un néant en vérité. Je continue la citation de Rosenzweig. Le oui est donc le commencement. Et partant, il ne saurait être le oui du néant, car tel est le sens de notre introduction du néant, que celui-ci, le néant, ne puisse être un aboutissement, mais au contraire un point de départ, et rien d'autre qu'un point de départ. Donc, c'est très délicat, je suppose, sans avoir le texte sous les yeux en plus. Ce que dit Rosenzweig, c'est la chose suivante. Le néant n'est pas commencement, mais point de départ. Une distinction qui est faite entre Anfang, commencement, et Ausgangspunkt, donc point de départ. Le oui originel, le Uria en allemand, ne pose pas le néant comme le non le nierait s'il était au commencement. Ce que j'expliquais tout à l'heure. Si le oui posait le néant deviendrait l'aboutissement d'une affirmation première. Ce qu'il n'est pas, dit Rosenzweig. Il n'est, je continue la citation, c'est Rosenzweig, il n'est en aucun cas commencement, tout au plus commencement de notre savoir. Et c'est ici que la traduction française déraille. Parce que la traduction française écrit, donc si je la lis, je vais vous la lire un peu plus largement. Donc, je relis un peu en arrière pour que vous entendiez le mouvement dans la traduction. Et certes, il ne peut s'agir du oui du néant, car c'est le sens de notre introduction du néant, qui ne doit pas être résultat, moi j'ai dit aboutissement, mais bon, résultat, mais au contraire point de départ et exclusivement point de départ. Jusque-là, nous sommes d'accord.
Phrase suivante. Il n'est pas même point de départ. Je le relis. Il faut donc que le néant soit point de départ et exclusivement point de départ. Point. Il n'est pas même point de départ. Ça ne veut plus rien dire. Ça ne veut plus rien dire. Et en allemand, ça veut dire quelque chose. Puisqu'en allemand, il y a Anfang d'un côté et Ausgangspunkt de l'autre. Donc le texte de Rosenzweig est rendu totalement incompréhensible par cette traduction. Parce que ce que dit le texte allemand, c'est que le néant est un point de départ, exclusivement un point de départ, et en aucun cas un commencement. Ce qui n'est pas du tout pareil. On nous dit en français, il est exclusivement un point de départ, mais il n'est pas même un point de départ. Voilà. Même l'éditeur aurait pu voir cette traduction en vérité. Donc, du coup, le néant n'est en aucun cas commencement, mais point de départ. Je continue la citation de Rosenzweig. Il n'est précisément qu'un point de départ, et ainsi tout bonnement incapable d'être affirmé, bejat en allemand, donc affirmé, oui, on ne peut pas dire oui de lui, mais également incapable d'être nié, verneint, comme on l'a déjà dit. Il repose, le néant, devant le oui comme devant le non. Il reposerait devant tout commencement si seulement il reposait. Mais il ne repose pas. Alors, je commente brièvement. Ce néant, point de départ, et pas commencement, se situe en quelque sorte avant le commencement. Mais il importe de ne pas l'hypostasier. De fait, il ne se situe ni dans le temps ni dans l'espace. Je cite à nouveau Rosenzweig et je termine la citation ainsi. C'est seulement le lieu virtuel pour le commencement de notre savoir. Il n'est que la marque de la position du problème. Nous hésitons fortement à lui donner un nom, ce sera la réponse à la question de Romain tout à l'heure. Nous hésitons fortement à lui donner un nom. Il n'est pas un fond obscur, entre guillemets, ni rien qui soit nommable à l'aide des mots Descartes, de Bohm ou de Schelling. Il n'est pas au commencement. Alors, je commente ainsi. Le néant n'est donc ni un point d'arrivée, comme dans le nihilisme qui y aboutit, ni un commencement, comme le supposait Schelling. Il entoure, pourrait-on dire, le oui comme le non, les borde, leur permettant à chaque instant de n'être ni simplement oui, ni simplement non, mais bien quelque chose. Ce qui, à en croire la fameuse question de Leibniz, pourquoi y a-t-il plutôt quelque chose que rien, constitue le vrai miracle. Tel serait, pour en revenir et pour conclure définitivement cette fois, enfin définitivement pour ce soir, parce que comme vous le voyez, il y a encore fort à faire, tel serait, pour en revenir à Léo Strauss, le mobile de l'esprit allemand, cette inquiétude métaphysique devenue nihiliste, dès lors qu'oubliant le quelque chose, elle a prétendu qu'il ne saurait y avoir de question que de l'être. Voilà, c'est fini. En fait, c'est cette poignée de femmes qui vont rester, qui vont survivre et cacher. En fait, bravo, est-ce que Romain est là? Je ne sais pas, Romain, es-tu là? Nous attendons l'enchaînement, Romain. Ouais. Romain, je suis là, oui, il a dit qu'il... Bravo Gilles. Merci Michel. Ouais. Bon, je suis désolé, je ne vais pas pouvoir rester, mais je t'enverrai un petit courriel. Ça marche, très bien. J'attends. Merci beaucoup. Salut. Bonne soirée à toi. Bonne fin de soirée, au revoir. Salut. Alors, Romain, il a été appelé par sa fille qui pleure. Alors, en fait, il y a deux fois. Moi, j'ai eu l'impression que... Si des gens veulent réagir, c'est le moment. Il y a quelqu'un qui parle, mais on n'entend pas. Il y a quelqu'un qui parle, mais qu'on entend très mal. Ouais, j'entends pas. On entend une voix, mais... Gilles, je peux prendre la parole? Oui, bien sûr. Merci. D'abord, merci pour ce feu d'artifice. Et je me demande dans ce qui apparaît quand même finalement comme un système, en effet, chez Schelling,
est-ce qu'il y a une place pour la révélation sinaïétique quelque part? Il y a une place pour la révélation sinaïtique, oui. Enfin, là, dans le texte en question, il n'y a pas, il n'y a pas dans ce texte que j'ai commenté de développement précis sur elle. Bon, il semble qu'aux yeux de Schelling, il semble, enfin, sous réserve de vérification ultérieure, mais je vais continuer le travail bien entendu là-dessus, hein, il semble que chez Schelling, cette révélation, elle corresponde, alors dans une autre modalité que celle qu'on a vue là avec Enoch, mais elle correspond à la deuxième puissance, à ce que Schelling appelle la deuxième puissance. C'est-à-dire à la révélation du Dieu absolu, mais à la révélation du Dieu absolu dans son opposition au Dieu relatif, qui s'est d'abord révélé en lieu et place du Dieu absolu, quelque chose de cet ordre-là. Pour lui, évidemment, mais vous l'aurez entendu, je suppose, la troisième puissance qui vient subsumer tout cela dans une unité, voilà, accomplira en vérité ce qui se jouait dans la scission des deux premières. Ça se joue pour lui, évidemment, au-delà, si on peut dire, par-delà ou dans un autre lieu que la révélation sinaïtique. Évidemment. Merci. Bon, c'était un peu assommant, certainement. C'était dense. Non, c'était dense. C'était pas assommant, c'était dense. C'était dense. Quand tu parles à un moment de l'au-delà du nihilisme, tu fais référence à quoi? Tu as parlé de Lévinas à un moment, évidemment. Oui, parce qu'en fait, alors j'ai pas parlé. Parce qu'avec Lévinas, l'au-delà de l'être, il est sur l'au-delà de l'essence. Et pour toi, l'au-delà ce que tu as expliqué sur l'au-delà du nihilisme, le nihilisme n'a pas d'essence. Alors, chez Schelling, quand j'ai parlé de cette au-delà, cet envers, Schelling en parle à propos de l'être. Il dit que Jacobi, qui a aperçu un au-delà, alors si j'essaie de transcrire, de traduire, d'appliquer à ce que j'ai dit ce soir, c'est-à-dire que Jacobi, donc, dans sa critique adressée à la philosophie, dont la forme la plus haute à ce moment-là, évidemment, l'idéalisme, hein, Jacobi, en fait, ce que dit Schelling, il a vu quelque chose, donc il a raison contre l'idéalisme, d'une certaine façon. Simplement, ce en quoi il a raison, il n'a fait que le voir de loin, malgré lui, d'où l'image de Bilham. Il voulait... Pourquoi? Parce que étant donné qu'il a vu quelque chose d'important, Schelling dira, il est venu pour me dire, alors pour vous dire l'idéalisme ici évidemment, hein, mais bon, les comparaisons avec Moïse étaient très fréquentes. Hein, on a tous comparé à l'époque à Moïse. Donc il a vu quelque chose, et en cela, ce qu'a fait Jacobi, la critique de Jacobi, est comparable à une bénédiction d'une certaine façon. Et simplement une bénédiction, alors en tout cas, oui, bon, mettons, je garde l'image, donc une bénédiction qui finalement n'est pas, oui, une bénédiction involontaire. Et donc il faudra reprendre volontairement, et c'est ça qu'il appelle ici l'envers ou l'au-delà de l'être, Schelling, c'est que voilà, Jacobi aurait vu cela. C'est-à-dire, il aurait vu qu'il faut aller par-delà la rationalité, enfin la philosophie rationnelle, pas la rationalité, mais la philosophie rationnelle. Simplement, il n'aurait pas été capable d'y aller. Lui, il se serait contenté de protester contre le système. Et Schelling aurait tenté, parce que c'est comme ça qu'il vit son propre mouvement de pensée, hein, Schelling aurait tenté d'accomplir, lui, pour sa part, ce que Jacobi avait vu. Alors, du coup, dans sa philosophie à lui, dans sa pensée, ça se donne, donc c'est cet envers, c'est la constitution de cet envers ou cet au-delà, c'est le passage précisément de la conceptualité à ce qu'il nomme dans les âges du monde le récit. C'est-à-dire le passage à une toute autre modalité du discours philosophique qui ne serait plus production conceptuelle et déduction, mais qui serait, alors évidemment, je le dis sous forme programmatique, hein, puisqu'il a échoué constamment à écrire ses arguments, voilà.
hein, mais qui serait la constitution d'un récit qui ramènerait à la mémoire des choses qui s'y trouvent sans qu'on le sache. Et évidemment, à partir du moment où il a posé ce geste-là, eh bien, il va sans cesse, c'est la deuxième période, si on veut, de sa philosophie, il va sans cesse se confronter à toutes sortes de récits, précisément. Alors, soit philosophie de la révélation, en partie le texte biblique, mais aussi bien toute la mythologie, dans sa philosophie de la mythologie, toute la mythologie, c'est-à-dire bien sûr la mythologie grecque, évidemment, comme tout philosophe qui se respecte, en tout cas tout philosophe allemand qui se respecte, mais aussi, comme un bon philosophe allemand du XIXe siècle, mais aussi la mythologie indienne, etc. Donc il va s'emparer comme ça de toutes sortes de récits, et il va broder là-dessus quelque chose qui est assez... en même temps très systématique, la philosophie de la mythologie, en même temps, à mes yeux du moins, complètement baroque. Hein, parce qu'il va essayer de nouer ensemble tous ces récits pour en faire une sorte de super récit mythologique. Mais bon, toujours de façon très idéaliste au bout du compte. Ouais. Mais est-ce que tu ne crois pas que si le geste de Schelling, il est produit justement par sa conception que c'est un envers, et donc si c'est un envers, c'est un tout qui est défini, alors que quand on parle d'un au-delà, c'est plus libre. Voilà. Chez Schelling, l'au-delà prend la forme d'un envers. Voilà, c'est ça. C'est juste. Donc c'est ça, ok. Donc c'est ça le nœud. C'est juste. Cependant, il y a quelque chose de très intéressant, me semble-t-il, hein, quelque chose de très intéressant dans ce passage, lorsqu'il parle de Dieu, donc de l'un, suivant Jacobi, où il dit finalement, voilà, l'un n'a pas de concept, il a simplement un nom. Et ça, tu le retrouves, tu le retrouveras en partie, au moins, chez Lévinas, dans toutes les méditations sur le nom de Dieu. Dans la relecture que Lévinas fait de la troisième méditation de Descartes, en insistant sur le nom. Hein, par le nom de Dieu, j'entends, Lévinas insistant sur la question du nom. Donc il y a ce dépassement, malgré tout, qui est assez intéressant. Et puis, il y a comme une sorte de préfiguration, alors beaucoup plus métaphysique et beaucoup plus géniale, si je puis me permettre, de ce qu'on a appelé plus tard l'existentialisme. Si, une sorte de renversement. Hein. Là, sauf que c'est dans la très grande métaphysique. Merci beaucoup, merci Gilles. Et pourquoi René n'a pas réagi quand tu as parlé de transcendantal? Le pauvre. Il ne veut pas répondre. La mécanique est enrayée, je disais, j'ai pas le micro. La mécanique est enrayée. C'est qu'on est rouillé après un an. Alors, bon. Ah là. Voilà, écoutez. Après, René sur le transcendantal. Je regarde les messages. Réponds-moi, Gilles. C'est les messages de Romain. Bon, Romain a du mal à intervenir avec son micro, c'est ce qu'il dit. Voilà. Ouais, où est Romain? Il me dit j'ai écouté, mais je ne peux pas intervenir. Ah bon? Je ne sais pas, il doit avoir un problème de micro. Écoute, bravo. Ah voilà, je vous propose bien d'aller boire un verre comme on fait d'habitude à l'Institut. Ça va être difficile. Donc, merci. L'Echaim. C'est de l'eau. Hein. Et puis à la prochaine fois, donc à la prochaine séance, j'espère. Moi, j'en fais une en juin, normalement. Voilà. Juin, donc voilà, formidable. Mais ça s'approche, hein, juin, c'est très prochainement. Mais je pense qu'on pourra la faire en régime mixte. Ah ouais. Ouais, en régime mixte. Voilà. Oui, regardez, bien sûr. On va tenter l'expérience de la présence et du Zoom. Bon, donc on communiquera pour toutes les personnes qui nous écoutent dès qu'on aura une date précise. Et puis effectivement, les codes pour ceux qui sont loin et qui donc se connecteront par Zoom. Et puis on pourra peut-être la diffuser aux États-Unis comme on a fait pour toi, Gilles, aujourd'hui. Voilà. Exactement. Il y a quelqu'un qui fait un signe. Ah, quelqu'un veut parler. Madame Gunther. Vous n'avez pas de micro. Le micro. Il faut activer le micro. Vous activez votre micro. Oui, c'est activé.
maintenant. Oui, Je ne veux maintenant, pas je vous entends. Je ne voudrais pas retarder la séance et avant de poser mes questions, je dois avouer que je suis seulement littéraire et pas philosophe et je ne m'y connais pas très bien dans l'œuvre de Schelling, mais j'ai trouvé ces dérives philosophico-historiques très, très passionnantes parce que, si j'ai bien compris, il y a eu quand même un rapprochement entre le coup de Schelling et Rosenzweig contre le nihilisme allemand, que je comprends comme des processus de pensée aussi. Mais je voudrais faire une question et peut-être une petite objection, mais pas vraiment. Si l'on ose, et moi je prends vraiment la bouche assez pleine, de comparer la dialectique hegelienne avec son résultat politico-affirmatif qu'on connaît comme une dynamisation de la négativité qui est beaucoup plus dans un dualisme que la logique de Schelling, si j'ai bien compris, parce qu'il passe par une différenciation qui surmonte justement, presque comme une sublimation, les dualisations très complexes, mais quand même aussi restreintes, qui règne sur l'idéalisme allemand, dans un polythéisme surmonté, si j'ai bien compris. Et je ne vais pas répéter très mal toutes les pensées sur l'identité, la différence, etc., et sur la théologie. Mais je me demande si les tendances du nihilisme allemand qui commençaient vont jusqu'à aux catastrophes, en guillemets, indicibles. Mais je ne veux pas sociologiser la procédure non plus. Si l'impasse et l'aporie de l'idéalisme allemand, c'est un gros sac maintenant, mais peut-être aussi chez Schelling, qui ont mené à une sorte de mauvaise différenciation, un déclin, comme on dit parfois, de la philosophie allemande, de langue allemande vers 1900, n'ont pas aussi contribué à ce négativisme. Oh, j'ai fait des sons trop forts là, je ne sais pas, il y avait des dérangements. Ça, c'est un grand arc presque journalistique que j'ai fait. Et j'ai une deuxième question qui porte sur tout à fait autre chose. Alors, peut-être je vais répondre à la première question d'abord, parce que sinon. Ok, Non, d'accord. alors, non, bon, évidemment, moi, j'ai dit au début que l'angle que j'allais adopter, c'était effectivement le nihilisme allemand, parce que je reprends la formule de Strauss ici, le nihilisme allemand, mais sous sa forme philosophique. Bien sûr. Évidemment, ce nihilisme allemand, si on admet cette expression, donc la philosophie allemande du XIXe siècle, notamment, dans son avancée ce qu'elle considère comme son avancée par rapport à celle du XVIIIe siècle, c'est certain que d'un point de vue global d'une histoire générale des pensées, des mentalités, c'est certain que tout ce que j'ai décrit ce soir n'est pas sans rapport avec le nihilisme allemand dont parlait Léo Strauss en 1940, bien entendu. Maintenant, c'est pas moi qui vais dessiner ces liens, c'est pas ce que j'ai voulu faire. Sur la question de la dialectique hegelienne. Alors, très vite, mais bon, dans la dialectique hegelienne aussi, il y a 3 temps. Alors, simplement, et chez Schelling aussi, donc, si vous voulez, il y a une sorte d'identité de structure, et puis ils étaient amis, ils n'ont pas cessé de correspondre, ils se sont brouillés à certains moments. Enfin, c'est toute une histoire de cette époque.
Maintenant, ce qui est alors ça sera trop vite, bien entendu, il faudra le faire dans les textes, mais ce sera trop vite. Mais en tout cas, il y a chez Hegel l'articulation des trois moments qui prend la forme d'une pure spéculation, hein, une pure spéculation, et c'est-à-dire et très souvent aussi d'une sorte de décryptage des récits, parce que Schelling aussi, Hegel aussi, se réfère à la mythologie, à Antigone notamment, beaucoup. Donc, une sorte de décryptage, de traduction des récits dans la seule langue qui soit tout à fait vraie, c'est-à-dire la langue dialectique du philosophe qu'il est. Alors que chez Schelling, alors qu'on a quelque chose qui est structurellement comparable, il y a un mouvement qui me semble être différent, en tout cas dans sa tentative. Encore une fois, je ne suis pas persuadé que ça aboutisse complètement, enfin, je ne crois pas d'ailleurs, chez Schelling, mais il y a cette tentative, au contraire, d'intérioriser ce mouvement en trois temps, de l'intérioriser au récit que Schelling va chercher pour asseoir ce qu'il appelle sa philosophie positive. Donc, il y aurait chez l'un des penseurs, chez Hegel, une sorte de mouvement d'abstraction, si je puis dire, alors qu'il y a chez Schelling, alors que ça se ressemble beaucoup par ailleurs, il y a chez Schelling une volonté, en tout cas, d'aller vers un concret qui ne soit pas la réalisation de l'idée comme chez Hegel, mais qui soit les récits de la mythologie, de la révélation, etc. Ça, absolument. Oui, vous avez aussi fait allusion à la tradition mystique des romantiques, que les romantiques ont repris avec Schelling surtout, etc. Mais je pense encore à des correspondances très connues dans l'histoire de la civilisation allemande entre ce deutschen Sonderweg, c'est-à-dire la misère d'un État complètement éparpillé, plus cet autoritarisme prussien au XIXe siècle, d'une part, et d'autre part, cette volée dans l'abstrait avec l'idéalisme et les philosophies de la conscience, c'est-à-dire il y a des gens qui ont fait des théories de la mélancolie là-dessus, comme Leibniz et d'autres, et Hölderlin a dit gedankenvoll, aber tatenarm, c'est-à-dire un peuple qui est grandiose dans la pensée, etc. Mais en disant ça, j'ai voulu seulement appuyer sur des correspondances, un peu trop binaires là, et trop des correspondances de réflexion, mais j'ai beaucoup apprécié que vous avez aussi donné une sorte de différence philosophique entre Beginn ou Anfang et point de départ, parce que j'ai pensé à Hannah Arendt, qui a introduit quand même, je ne sais pas le terme technique en français, la conception de la Gebürtigkeit, qui m'a beaucoup intéressée comme d'autres femmes. Et est-ce que Hannah Arendt a eu une inspiration par Rosenzweig ou par cette pensée qui le dépasse peut-être en disant qu'elle oppose... Je ne suis pas un grand spécialiste d'Hannah Arendt, je la lis, bien sûr. Oui. Elle connaissait Rosenzweig parce qu'elle connaissait Benjamin, et que Benjamin est un grand lecteur de Rosenzweig, donc c'est certain qu'elle le connaissait. Après, une inspiration, je n'y crois pas tellement, étant donné la différence d'approche, disons, de la philosophie de Hannah Arendt. Hein, je pense qu'elle considérait que ça avait été un livre important, L'Étoile de la Rédemption, mais enfin, c'était pas du tout son mode. C'était pas du tout son mode de pensée, je crois pas. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bon. Si pas d'autres questions, je salue tout le monde. Ben oui, bravo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, Gilles. Bonne nuit à Merci. tous. Bye. Super. Bonne nuit. Bravo. Au revoir. À bientôt. Merci.